Juste un petit mot pour dire que c'était la méthode de Claude Bernard. Hein. On se pose une question, on regarde si quelqu'un y a répondu et on essaie d'y répondre. Donc en fait, on revient toujours aux fondamentaux. Donc maintenant, je vais donner la parole à Elliott Sapet-Marinier qui va nous parler de l'intérêt d'utiliser des robots. Là, on va retomber dans la chirurgie, je dirais, technique. Et que peut-on faire à l'heure actuelle et puis quelles sont un petit peu les perspectives d'avenir? Merci beaucoup, chers confrères. Donc, moi, je suis Elliott Sapet-Marinier, je suis assistant chef de clinique à l'hôpital de la Croix-Rousse et je travaille avec le professeur Lustig. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un peu, dont on parle énormément, les robots. Et on va surtout parler, nous, du robot au niveau du genou. C'est ce qu'on pratique à l'hôpital de la Croix-Rousse, notamment avec les techniques du Navio, mais on en reviendra. On va voir un peu toutes les autres techniques qu'on peut avoir. Donc cette communication a été préparée avec M. Kouyoum Jean et le professeur Lustig, et moi je n'ai pas de conflit particulier. Donc on va reprendre déjà la définition du robot. Il s'agit d'un système mécatronique, c'est-à-dire qui allie mécanique, électronique et informatique, qui permet d'accomplir des tâches programmées ou sur commande. Des tâches souvent complexes. L'histoire du robot. Alors le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre science-fiction appelée RUR, c'était Rossum's Universal Robots, écrite en 1920 par Karel Čapek. Le mot a été créé par son frère Joseph à partir du mot tchèque robota qui signifie travail, besogne ou corvée. Quant au terme robotique, il apparaît pour la première fois dans la littérature en 1942 par Isaac Asimov dans le livre Runaround. Il y énonce les 3 règles de la robotique qui deviendront ensuite les lois de la robotique. La première, le robot ne doit pas nuire à l'humain et il ne doit pas nuire à l'humain, et si tel était le cas, il ne doit pas mettre en danger l'humain, pardon. Il doit respecter la deuxième loi, il doit respecter les différents ordres donnés par l'humain, et si il ne respecte pas ces ordres, il doit jamais revenir sur ces différents ordres, excusez-moi pour les différentes lois. Et la troisième loi, il doit toujours rester... je l'ai plus la troisième, pardon. C'est asservi. Non. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire comme je veux. Oulala, pardon. Ça part. J'arrive pas à retrouver ma souris. J'ai pas de souris en fait, c'est ça. Ah là, pardon, je suis désolé. Mettre la main en dessous. Ah, mettre la main en dessous. Ça marche. J'ai pas l'impression. Pardon. Vous voulez quoi? C'est parce que j'ai pas la dernière loi en tête. Ah d'accord. Pardon. Tac. Parce qu'en fait comme... Non, on va enlever du... Non mais c'est pas grave. Et la troisième loi, c'est le robot doit protéger son existence et ça ne doit jamais rentrer en compte avec la première et la deuxième loi. Il fallait ici en fait sur le côté là. Ouais, je sais, on l'a pas. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, je vais faire ça. Merci. Pardon pour petit inconvénient. Donc les robots maintenant font partie intégrante du paysage cinématographique et ils ont même pris parfois la première place et jusqu'à inquiéter l'humain avec l'évolution de l'intelligence artificielle. On a vu les premiers robots industriels apparaître malgré leur coût élevé dans les années 70. Ils sont destinés à exécuter des tâches répétitives, éprouvantes ou toxiques que l'humain ne pourra pas effectuer, comme la peinture ou le soudage des carrosseries automobiles. Et aujourd'hui, l'évolution de l'électronique et de l'informatique permet de développer des robots de plus en plus précis, rapides, avec une meilleure autonomie. Les industriels, les militaires et les spécialités chirurgicales rivalisent d'inventivité pour trouver de nouveaux robots assistants pour les aider dans la réalisation de tâches délicates et dangereuses. Et dans le même temps, on a vu apparaître les différents robots ménagers tels que les aspirateurs ou autres. Ensuite, on a vu au fil des années de plus en plus de robots, avec maintenant, dans l'industrie, plus de 200 000 robots par an, ce qui représente un chiffre considérable. À présent, donc, on va revenir à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le robot et la chirurgie. Donc, ça va être développer des technologies afin d'utiliser la robotique pour nous aider dans les procédures chirurgicales, pour surmonter les limites de la chirurgie mini-invasive et améliorer les capacités des chirurgiens en pratiquant une chirurgie ouverte avec plus de précision.
Donc lorsqu'on regarde les différents instruments qu'on a en chirurgie actuelle, avec les anciens instruments, on se rend compte qu'on n'a pas évolué tant que ça et que la plus grosse évolution reste, de ces dernières années reste la robotique. On a eu les premiers robots en 1985, le Puma 560 qui permet de réaliser une biopsie cérébrale grâce à un scanner. On a ensuite, dans les différentes années, eu le Probot en 1988 qui nous permet de faire une chirurgie de la prostate. En 92, le Robodoc qui permet de faire la chirurgie de la prothèse de hanche. On a en 1994 le robot Zeus qui lui permet de réaliser des chirurgies à distance, et notamment réaliser une chirurgie de cholistectomie sur un cochon par un chirurgien qui était à New York et la chirurgie a été réalisée à Strasbourg. Donc ça nous permet de réaliser à distance. Et en 2000, on a le Da Vinci qu'on entend beaucoup parler, qu'on a beaucoup entendu parler pour la chirurgie urologique et viscérale, et qui maintenant on a plus de 80 installés en France et plus de 3000 dans le monde. Concernant la chirurgie orthopédique, on a différents outils pour les différentes articulations, pour la hanche, le genou, le rachis, la traumatologie, l'épaule, les chevilles et le pied. Et on va reprendre maintenant tous ceux qu'on a eu pour la chirurgie de la hanche et du genou. Et on va surtout, nous, après, s'intéresser pour le genou. Au niveau de la chirurgie de la hanche, on avait le Robodoc, qui a, donc en 92, comme on avait dit, puis qui a été repris par le T-Solution One, puis Caspar. Donc ce sont des systèmes qui étaient autonomes, qui permettaient de réaliser des prothèses de genoux, des prothèses unicompartimentales ou des prothèses unicompartimentales mais PFP. Et ces techniques donc, montraient un meilleur alignement, une meilleure gestion des espaces ligamentaires, mais il n'y avait pas de rétrocontrôle et donc on avait des lésions ligamentaires, des ligaments collatéraux. Ces techniques autonomes ont donc été abandonnées au détriment des nouveaux robots tels que l'Acrobot, qui lui est un système semi-autonome et qui permet donc d'avoir un rétrocontrôle et donc de mieux contrôler nos tissus mous environnants et pour éviter de telles lésions. Et on a aussi après la mise en place du système Mako qui reste un système semi-autonome et de même avec le système Navio que l'on utilise nous à la Croix-Rousse. Le principe du robot, ça va être de contrôler ou non l'humain et on va voir, il y a différents niveaux, comme on vient de le dire. Donc il y a le type de système mécatronique, la mode d'action et la méthode de coupe osseuse. Pour les systèmes, on a tout d'abord le système passif. Donc, ce qui permet, il guide l'opérateur, mais l'instrumentation robotique, elle est contrôlée et dirigée par le chirurgien. C'est le cas du Da Vinci et de l'Omnibotics, on va voir pour les prothèses de genoux. On a le système semi-actif, comme on vient de le voir, contraignent la manipulation chirurgicale par leur rétrocontrôle et contrôle et ajuste ainsi en temps réel le geste de l'opérateur. On a le Mako et le Navio et l'Acrobot. Et les systèmes actifs, comme le Robodoc, là, qui gèrent de façon indépendante, sans manipulation humaine directe. Et on a aussi le T-Solution One, qui était l'évolution du Robodoc. Concernant les modes d'action, on a une action directe, on va couper l'os à la forme finale désirée, ou alors une action indirecte, on va usiner des points au niveau de l'os pour pouvoir mettre en place les guides de coupe. Et parfois, on peut avoir des systèmes qui allient les deux techniques. Comme vous verrez dans la prothèse de genou, avec le système Navio, on va au niveau du fémur réaliser l'ensemble des coupes avec la fraise pour le fémur et au niveau du tibia, on va utiliser cette méthode indirecte. Pour la méthode de coupe osseuse, on va avoir une méthode autonome, le robot coupe l'os sans contrôle de la main humaine, comme on l'a vu sur le T-Solution One. On a ensuite pour la méthode haptique, une interaction humaine est nécessaire pour déplacer le robot lors de la coupe, mais le mouvement du robot est contraint et limité, c'est le cas du Mako. On ne peut pas aller au-delà on est limité dans nos mouvements et contrôlé complètement par le robot. Donc on a l'interaction humaine qui est nécessaire pour déplacer le robot et la coupe elle est désactivée lorsqu'on est en dehors des zones où il faut réséquer. Donc ça c'est l'exemple du Navio où là on va voir sur la vidéo, dès qu'on n'est pas au niveau de l'os, là c'était pour une prothèse unicompartimentale, si on n'est pas sur la zone à réséquer, la fraise se retire et donc on n'a pas d'efficacité. On peut même le voir, on peut essayer sur notre main, si on n'est pas au niveau de l'os, il ne se passe rien.
Donc les systèmes existants au niveau de la hanche, donc on a le Robodoc et le T-Solution One maintenant, par Think Surgical, le Mako, et au niveau du genou, on a pareil le T-Solution One, l'Omnibotix, le Rosa de chez Zimmer, le Navio chez Smith & Nephew et le Mako de chez Stryker. Et les deux derniers, c'est ceux qui permettent de faire les prothèses unicompartimentales et les PTG. Donc nous aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la prothèse, à la chirurgie robotique pour la prothèse de genou, parce que c'est celle que nous pratiquons dans le service et dont nous avons l'expérience. Donc nous utilisons le système Navio et on va voir les différents systèmes qui existent. L'objectif pour le genou, ça va être de limiter les malpositions, augmenter la précision, la reproductibilité et surtout limiter les outliers, on en parlait tout à l'heure. Donc ces techniques-là de robotisation, ça nous permet vraiment d'avoir un objectif plus fiable. On raisonne en 3 dimensions et on va s'adapter à l'enveloppe ligamentaire, ce qui est tout à fait intéressant dans notre optique de nos jours où on vise de plus en plus pour les prothèses totales de genoux un alignement cinématique où on reste dans l'enveloppe ligamentaire et on évite ainsi les releases ligamentaires. Pour la prothèse unicompartimentale, on a donc le Mako ou le Navio. La différence entre les deux, on aura surtout besoin d'un scanner préopératoire pour le Mako qu'on n'a pas besoin pour le Navio. On a une base de données déjà dans la babasse entre guillemets et on peut utiliser les différents implants et on a des fraises pour les deux. Concernant le Navio, donc ce que je vous disais, on n'a pas besoin de scanner préopératoire. On va donc on va avoir nos différents marquages repères à repérer au début de l'intervention, les malléoles, etc. On va mettre des broches au niveau du tibia et au niveau du fémur. Et ensuite, on a ce qui est de plus important dans le Navio pour moi. J'ai une expérience assez limitée encore avec ce système, mais pour moi, ce qui est de plus important, ça va vraiment être notre acquisition des mobilités. On fait d'abord une première acquisition sans stress, et après, on vient réaliser lors d'une prothèse unicompartimentale interne un stress en valgus ou inversement en varus si on est sur une prothèse externe, pour retendre nos ligaments et donc avoir l'espace d'usure qu'on veut compléter par notre prothèse. Et c'est vraiment cette acquisition-là en stress qui est essentielle pour après déterminer les résections osseuses que l'on veut obtenir. Et donc là, on voit les différentes étapes pour pouvoir mettre en place la prothèse unicompartimentale à l'aide de la fraise qui se fait donc avec la fraise tout du long pour la prothèse unicompartimentale. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la prothèse totale de genou. Donc là, on va voir qu'on réalise la résection, donc c'est un petit peu accéléré, c'est un petit peu plus long en pratique. Mais sur une prothèse unicompartimentale, après avec l'habitude et l'entraînement, on met à peu près 5 minutes pour réaliser les résections au niveau du fémur, même un petit peu moins, alors que sur la prothèse totale de genou, on est plus aux alentours des 9 minutes. Donc ce qui est plus long qu'avec un guide de coupe 4 en 1 par rapport à une prothèse conventionnelle. Et donc là, après, on va voir, donc, lorsqu'on réalise notre résection osseuse, on est vraiment à regarder notre écran et on regarde quasiment plus le genou et on a nos différentes cibles où il faut avoir confiance du coup dans le robot, mais ça se passe très bien et on n'a jamais eu de soucis avec le robot depuis qu'on l'utilise. Pour le Mako, c'est un petit peu différent. On a un scanner préopératoire, on va avoir un planning préopératoire et après, on va donc pouvoir mettre notre prothèse selon notre planification et on va avoir nos différentes hauteurs de résection sur notre écran et pour pouvoir retrouver nos zones où qu'on résèque. Et pareil, on aura une fraise qui nous permettra d'enlever notre os aux différents endroits, comme pour le Navio. Donc au niveau des publications, le Mako existe depuis 2010 et le Navio depuis 2012. On a maintenant déjà 40 publications et lorsqu'on regarde les études, les revues systématiques, on retrouve une nette amélioration de la précision avec les différentes études robotiques par rapport aux techniques conventionnelles. On regarde aussi, il y a eu le registre il y a quelques mois australien qui a été publié. Plus de 3000 prothèses robotiques ont été implantées depuis 2015 en Australie. En 2018, le pourcentage de prothèses robotiques, enfin unicompartimentales robotiques, plus de 30%. Et on remarque qu'on a 2 fois moins de révisions à 3 ans.
Et on sait que dans les prothèses unicompartimentales, les échecs sont dans les premières années, donc ce qui vraiment nous montre moins de révision et vraiment un meilleur taux de réussite au niveau des prothèses robotiques. Concernant les prothèses totales de genoux, donc on a les deux systèmes dont on vient déjà de parler, et il y en a trois autres en plus dont on va rapidement parler pour étayer un petit peu la discussion. Donc au niveau du scanner préopératoire, toujours le Mako et le Think là de T-Solution One. Ensuite, et on a aussi les guides de coupe robotisés pour le Rosa et pour le Omni, qu'on ne retrouve pas pour les autres. Pour le Mako, on va donc avoir notre robot qui va nous mettre en position, et une fois que la scie est dans la bonne position, on va le voir, on va avoir sur la vidéo. Ah, ça c'est... C'était plus loin. Ouais, c'est plus lent. C'est là ? C'est juste après. On a une vidéo là normalement. Ah, la vidéo elle se lance pas. Ah, voilà. Lorsque la scie est dans la bonne position, le robot se fixe comme ça et après on n'a plus qu'à descendre le robot pour réaliser la coupe osseuse. Pareil donc pour le Navio, je vous disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est notre acquisition en mettant en tension nos ligaments pour après déterminer notre espace en flexion en extension, notre espace de résection, nos résections, et pour pouvoir mettre en place notre prothèse. Donc là, ce que je vous disais, pour le fémur, c'est un petit peu plus long et il nous faut à peu près 9 minutes pour faire la résection. On a regardé la dernière fois avec le professeur Lustig, donc qui lui maintenant est bien habitué, donc au départ ça prend un petit peu plus de temps même. Mais on n'a pas de cage à faire, tout est fait d'emblée. Avec les autres solutions, donc la T-Solution One, là c'est donc un système qui est autonome, qui vient donc réaliser l'ensemble des résections tout seul. Le chirurgien n'intervient pas. Il faut seulement être prudent au niveau des ligaments collatéraux, puisqu'on a un risque quand même de lésion important. Le Rosa, donc il n'y a pas de scanner, c'est sur la télémétrie de face et de profil, on a une planification et après on va avoir le système qui va venir se mettre à bonne position et on aura, c'est le chirurgien qui va réaliser la coupe osseuse à travers le guide de coupe. Et on verra qu'on a, lorsqu'on va bouger la jambe, le guide de coupe va lui aussi se déplacer pour suivre. Et donc après on met des pins et on réalise la coupe de façon classique. Ensuite avec le système Omni, de même ça permet de guider, le système robotique est fixé et après il va venir se positionner pour réaliser la coupe et c'est le chirurgien qui réalise les différentes coupes osseuses et c'est selon la planification que l'on aura réalisée. Donc, est-ce que nos robots sont plus précis ? Les études systématiques nous montrent que oui, dans toutes les études, on retrouve une meilleure précision avec les robots. On a une diminution des complications post-opératoires dans les différentes études et on ne retrouve pas de complications iatrogènes liées à ce système robotique utilisé. Et nous, à la Croix-Rousse, on n'a jamais eu encore de broches cassées à l'extraction ou autre. Pour l'instant, on touche du bois. Au niveau de la fonction, est-ce qu'on a de meilleurs résultats ? Certaines études tendent à montrer de meilleurs résultats et cette étude publiée récemment dans le corps, une étude de niveau 1, ne montre aucune différence significative à 10 ans de recul. Donc pour l'instant, c'est pas bien déterminé. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est rentable ? Certaines études tendent à montrer que, notamment celle dans le Bone Joint Journal de Clément et l'équipe, qui nous montre que lorsqu'on prend le coût global, on a une diminution du prix, c'est la plus rentable la chirurgie robotique, parce qu'on a moins de révisions, on a une durée de séjour qui est moins importante et on a moins de complications.
Donc malgré l'investissement initial, on a quand même un coût global qui est plus intéressant avec la chirurgie robotique. En France, on a publié déjà plusieurs études, notamment dans le service sur la chirurgie robotique. On a une meilleure restitution du joint line, de l'interligne articulaire. On a un positionnement des implants qui est meilleur et on a un retour au sport qui est plus rapide. Après ça, on avait peut-être quelques biais quand même. On a donc des bénéfices, on a une meilleure précision, une meilleure reproductibilité, on améliore le placement des implants, ça c'est indéniable, on accède à certaines zones anatomiques qui peuvent être parfois difficiles d'accès, on réduit les complications et on peut potentiellement effectuer une chirurgie à distance. Nos inconvénients, on a une augmentation des coûts initialement avec l'investissement que cela représente, une nécessité de logiciels régulièrement mis à jour, la courbe d'apprentissage avec une augmentation du temps opératoire, qui après s'estompe avec la pratique. Et on a aussi surtout un problème de saisie de landmark. Si la saisie n'est pas bonne initialement, on a un risque de données erronées et donc après on va positionner la prothèse dans une mauvaise position, donc la saisie est vraiment essentielle initialement. Le coût, entre 500 000 et 1 500 000 euros en fonction des différents robots, plus le prix des consommables, et donc tout ça à mettre en balance avec les bénéfices attendus, la précision, la récupération et la limitation des outliers. La diffusion actuelle, au niveau du Mako, on a 65 systèmes en Europe et on en a 3 en France. Dans le monde, pour la chirurgie neurochirurgicale, la chirurgie du rachis et la chirurgie du genou, il y a 223 robots déjà implantés. Donc on a une diffusion exponentielle au niveau mondial. Commence à être utilisé en France 5 systèmes, 3 Mako et 2 Navio. Et après, est-ce qu'on aura une adaptation au système de santé français puisqu'on n'a pas du tout les mêmes coûts que dans d'autres pays et les remboursements sont totalement différents. Merci pour votre attention. Voilà donc une excellente entrée en matière qui pose bien sûr les problématiques qui vont être essentiellement quel résultat on peut espérer. On a l'impression que pour certaines chirurgies on va peut-être améliorer le niveau de reprise, mais là aussi il faudra, comme le disait Jacques Caton tout à l'heure, peut-être avoir un peu plus de long terme, et ce sera intéressant de suivre de ces patients. Et puis surtout ce qui va poser problème, le coût, puisque c'est au-delà d'1 million, que bien sûr les laboratoires veulent bien nous fournir ce type de matériel à condition qu'on se fournisse exclusivement chez eux, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis bien sûr nos établissements qui ne veulent pas payer, on peut les comprendre, et puis la sécurité sociale qui nous dit on veut bien payer mais prouvez-nous que c'est rentable. Donc c'est une véritable problématique, et c'est une problématique de l'innovation technologique en chirurgie en général. Bien, merci, vraiment très belle présentation. Et alors je voulais informer l'ensemble de l'auditoire que l'Académie a décidé cette année de faire un rapport sur la chirurgie robotique dans tous ses aspects, sur toutes les spécialités. Et donc cette communication que tu fais aujourd'hui tombe particulièrement bien parce qu'on a eu une réunion ce matin de travail pour établir le plan du rapport qu'on va réaliser, puisque donc on fait appel bien sûr à au savoir-faire des ingénieurs dans le système de la localisation. Donc il faut faire étudier donc sur le plan pratique comment on localise, alors soit avec de la vidéo, soit avec de l'échographie, soit avec des scanners, etc. Ensuite, on a les systèmes de destruction. Alors vous avez des fraises, les neurochirurgiens ont des lasers, d'autres ont des ultrasons focalisés, etc. Et puis ensuite, il y a l'aspect clinique, et que tu as bien décrit, c'est savoir si on n'est pas inférieur ou si on est supérieur à ce qu'on fait en routine, autrement, sans robot, et si il y a un réel service rendu, c'est-à-dire si c'est vraiment, si ça apporte quelque chose sur le plan clinique et sur le plan médico-économique. Et donc il faut vraiment avoir cette approche, parce que on a quand même un certain nombre d'études pour certaines spécialités où on voit que la chirurgie robotisée augmente le confort du chirurgien, c'est déjà pas mal, hein, diminue le stress, mais où le résultat sur le plan clinique n'est pas forcément meilleur sur des études très sérieuses.
qui ont été réalisés. Et là, bon, c'est intéressant de voir que bon, c'est quand même un atout sur le plan technique qui est vraiment très, très intéressant, qui me semble très intéressant. Merci. Et pour là, dans le service, il y a le docteur Bataillé qui fait une thèse de science justement et qui compare les prothèses unicompartimentales mécaniques versus robotiques en analyse de la marche. Et donc pour voir justement si on a une répercussion sur notre analyse de la marche, est-ce qu'on les met, on sait qu'on les met mieux, on les met de façon plus correcte et plus précise, et donc maintenant on va essayer de voir si on a une répercussion vraiment sur l'analyse de la marche, puisque dans nos scores cliniques pour l'instant on n'a pas encore de différence franche, et donc voir si l'analyse de la marche va être différente. Oui, dans quelle mesure vous avez des indications qui vous semblent préférentielles en fonction de la complexité de la procédure, à quel niveau véritablement le robot serait susceptible d'apporter un confort et un plus, si les interventions sont complexes. Dans des interventions relativement bien codifiées sans robot, peut-être que là le bénéfice paraîtra beaucoup moins intéressant. Est-ce qu'il y a une stratification dans votre discipline? Parce que moi je ne suis pas chirurgien orthopédiste, mais en chirurgie vasculaire nous nous intéressons également à la chirurgie robotique, hein, donc il y a voilà, donc on voit bien que le danger c'est peut-être de répéter des actes de robotique sur des indications qui sont faites parfaitement sans robot. Eh bien, merci pour votre question. Je pense que en orthopédie, on en parlait un petit peu vendredi dernier, on est en train de peut-être un peu modifier notre cible sur les prothèses de genoux. Est-ce qu'on les met toujours à 180 degrés ou pas? Est-ce qu'on est en train de changer un peu tout ça? On est en train de se poser la question de l'alignement, enfin on s'en pose maintenant depuis quelques années, sur l'alignement cinématique, mettre la prothèse dans l'enveloppe ligamentaire. Et je pense que la robotique pourra nous aider pour évaluer ceci et la mettre dans la bonne position en conservant notre enveloppe ligamentaire. Là on sera aidé pour ça, alors que c'est sûr qu'avant, toujours beaucoup de chirurgiens, et parce que ça fonctionne très bien de les mettre à 180 degrés, mais parfois on est obligé de faire un release ligamentaire, d'engendrer des lésions ligamentaires pour se retrouver bien comme il faut à 180 degrés. Et donc là, dans ce cadre-là, la robotique n'apportait pas en effet de plus-value, je pense, mais dans le cadre d'un alignement cinématique, on va vraiment respecter notre enveloppe ligamentaire. Là, ça peut vraiment être intéressant d'avoir justement la robotique qui nous permettra d'avoir une évaluation dynamique en péropératoire. Monsieur Dubousset. Justement, comment vous jugez de la tension des ligaments? Eh ben, avec le système Navio, on fait une première acquisition des mobilités de la déformation initiale, et ensuite on a un système qui nous permet de mettre en tension nos ligaments collatéraux, et on fait Comment? C'est pas un système, on peut pas l'évaluer exactement. Ça, on évalue après l'acquisition, mais on sait pas de combien encore ils sont en train de travailler justement pour avoir un système plus fiable pour mettre. On le fait pendant la chirurgie. On le puissiez l'évaluer, le changer pendant. Ça on le fait. On le fait, mais on ne sait pas de combien la valeur. On ne sait pas la valeur. La valeur absolue, vous savez. Voilà, on ne sait pas la valeur absolue. Après, on sait quand on remet en tension, on voit notre. Du coup, si on est sur un varus, on voit qu'on va on va augmenter notre espace en interne. Voilà, ça on le voit, mais on ne sait pas la valeur absolue. C'est ça. C'est bien ce que je dis. Pas encore, ouais. On est d'accord. Vas-y. Mais on travaille dessus. Juste une petite remarque qui va en partie peut-être donner une réponse aussi à M. Dubousset. Quand on parle du robot, bon, moi je connais un petit peu le Mako in vitro, hein, pas in vivo, parce que la paix n'a jamais voulu me l'offrir, même si ça fait 20 ans que je mets des prothèses Stryker. Je suis un farouche défenseur de l'alignement cinématique. J'avais participé, et c'est pas facile à passer au niveau des chirurgiens, parce que quand on voit la littérature, quand même, il y a des résultats rétrospectifs à long terme qui montrent que finalement ça marche bien quand on reste dans un corridor, y compris avec un défaut énorme pour les outliners au départ.
Mais ceci dit, la première remarque, c'est les différences qu'on a dans la littérature significatives sur la précision. C'est parce qu'on parle de l'axiome en disant si on positionne bien la prothèse, on aura un meilleur résultat. Mais là encore, comment la positionner, c'est ce qu'on évoque avec le cinématique et le mécanique. Deuxièmement, le robot, il fait en fonction de la programmation. Alors, je ne connais pas le Navio, je connais la programmation chez Stryker, et avant, moi, j'utilisais le shape matching, qui était juste avant qu'il fasse l'acquisition du robot, pour avoir un alignement cinématique avec une instrumentation personnalisée. On se retrouve avec quand même pour avoir l'enveloppe ligamentaire, et en particulier le ligament, il se distend pas et il se rétrécit pas, hein, c'est rarissime, c'est pas dans la structure anatomique du ligament. Donc tout ce qui va être tenseur et tension, ça va être prédéfini avant. Mais c'est prédéfini par quoi? C'est prédéfini par un logiciel qui reconstruit dans un premier temps le genou natif. Et là se pose la question de la fiabilité de ce type de logiciel, de la limite aux mesures de ce qu'on va avoir pour savoir quelle était la réalité du genou natif. Parce qu'on est sur des tels deltas minimes pour espérer une amélioration. Et l'amélioration, on verra peut-être ça à long terme sur des milliers de prothèses pour voir s'il y a vraiment un intérêt. Parce que là encore, entre le seuil significatif de la mesure et le seuil qu'on va mettre pour prouver une différence clinique, c'est là toute la difficulté. Mais il y a quand même le robot, pour considérer le Mako, il y a ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire cette programmation qui va être faite utilisant un autre type de logiciel, etc. C'est un peu une cascade. Je pense qu'on est loin du robot utilisé en vasculaire, etc. Ouais. Et en revanche, pour ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'en orthopédie, pour ça, on va l'utiliser dans des interventions très bien programmées. Et globalement, alors là, c'est pas scientifique, mais sur une expérience personnelle, j'ai posé la même prothèse. Classiquement, je l'ai posé avec du shape matching. J'ai pas vu de différence ni clinique ni dans l'alignement radio après. Peut-être que c'est l'habitude quand on connaît. Et je suis pas sûr que le Mako, il y ait une grosse différence avec les autres choses. C'est ça le problème. Mais moi, ce qui me gêne, c'est l'avant-programmation. Ben justement, le Navio, c'est totalement différent. On n'a pas du tout d'avant. On prévoit rien du tout. On n'a pas de scanner. En fait, on fait tout pendant la chirurgie. On fait un bone morphing. Lui, il a une database avec plus de 10 000 scanners, et du coup, il va retrouver la forme qui correspond le plus par rapport. Et après, avec notre bone morphing, donc il trouve la taille adéquate, il retrouve la forme du fémur qu'on a, et ensuite, on va jouer sur nos espaces justement qu'on a. On détermine l'espace qu'on a à cause de l'usure, à cause de notre usure intra-articulaire, et là, on vient mettre notre prothèse là où on veut, et on peut déterminer, si on veut couper un tout petit peu plus pour avoir 3 mm, notre objectif est d'avoir entre 1 et 2 mm de laxité résiduelle en interne, quand on est sur une PUC interne, la petite laxité de sécurité, et si on veut un peu plus, il suffit de couper un petit peu plus au tibia, où on vraiment peut changer sur toutes les coupes, on peut mettre un peu de rotation, si on se retrouve un peu trop sur la carre, etc. On peut tout déterminer, et on le voit on voit comment notre implant va fonctionner sur l'écran. Et donc ça, c'est vraiment, on détermine tout pendant la chirurgie. On n'a rien en amont avec le Navio. Merci. J'aurais une seule question à vous poser. Moi, comme tous les orthopédistes, j'ai un esprit de géométrie. Moi, je suis persuadé qu'avec un scanner tridimensionnel, on coupe dans tous les coins, etc. Ma question est la suivante. Avec une programmation qui serait basée sur, bien sûr, le scanner tel que ça existe, quand est-ce que M. Jean-Denis Laredo pourra mettre une prothèse de hanche dans sa salle de scanographie à notre place? Avec un robot, bien sûr. Parce qu'il n'a pas l'intelligence chirurgicale, il lui faut un robot. Mais
Vous voyez que je monte très haut la question pour les... Ça arrivera, vous pensez, un jour? J'espère que je serai à la retraite. Alors, probablement, je ne le verrai pas certain. C'est pas certain, oui, mais ça arrivera. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mon arrière-grand-père a fabriqué entièrement sa voiture et en 1902, il est allé à la préfecture de police de Paris pour passer son permis de conduire et faire valider sa voiture par l'ingénieur des mines qui faisait ce travail. Actuellement, quel est l'ingénieur qui fabrique sa voiture? Donc je crois qu'il faut être très clair avec ça. Dans les années qui viennent, le chirurgien passera progressivement aux manettes, comme on le voit dans le Da Vinci, puis il passera dans la programmation, dans l'organisation. Et je pense que la véritable travail, et on en revient à la première communication, c'est la connexion. Il faudra toujours des gens qui parlent aux gens et qui organisent. Et peut-être qu'effectivement, dans les années qui viennent, on fera de moins en moins de gestes techniques. On le voit bien, il y a même des radiologues qui arrivent à faire quelques gestes techniques, donc les robots vont y arriver sûrement un jour ou l'autre. Voilà. Monsieur Benamou avait demandé la parole et ensuite, derrière, je ne vois pas. Oui, très bien. Oui, je voudrais juste revenir sur votre dernière intervention parce que finalement, si vous réfléchissez bien et vous regardez l'évolution de la robotique en général, il y a maintenant des robots sociaux, émotionnels, qui intègrent parfaitement le dialogue, la possibilité d'interagir, d'apprendre de ce que la personne est en face, etc. Donc peut-être un jour, vous aurez le robot total qui substituera complètement le chirurgien, qui parlera au patient, le patient répondant comme il peut. Mais vous voyez, on parle maintenant de l'homo optimus. Et donc c'est quelque chose qui, en plus, la réflexion va vers ce que... Et tout ça aboutit à des réflexions qui sont présentées cette année à l'UNESCO sur l'évolution vers le transhumanisme, etc. Donc on est dans une perspective, et je crois que c'est intéressant d'avoir une analyse critique avec notre expertise de praticiens parlant à nos patients pour éviter que les machines, finalement, ne prennent notre place. Bon, monsieur, je vous en prie. Absolument. Philippe, vous pouvez, merci. Dominique. Oui, bonjour, Dominique Poitou. Le ministère de la Santé nous a demandé à l'Académie de médecine de faire le point sur justement les robots, tant pour ce qui concerne leurs différentes modalités que ce qui concerne aussi l'apprentissage et l'apprentissage des plus jeunes. Et on est amené à faire donc un programme sur plusieurs années concernant donc l'intégration de cet apprentissage de la robotique dans le cadre des études médicales. Et donc il y a certainement les robots orthopédiques, mais ceux qui marchent actuellement bien, c'est les robots quand même digestifs, urologiques, qui ont une grande expérience. Donc on va faire le point et on va sortir, je pense, avant la fin d'année, un programme d'apprentissage de la robotique et tout le monde, bien sûr, est bien largement intégré et peut participer à cette réflexion. Merci Monsieur Poitou de cette intervention. Effectivement, c'est un autre registre, celui de l'apprentissage dont on a déjà parlé effectivement ici à l'Académie nationale de chirurgie. Monsieur le secrétaire perpétuel. Oui, non, je voudrais vous poser une question. Est-ce que votre robot vous donne des notes? Parce qu'avec le robot Da Vinci, quand on fait des process de simulation, on a des notes. Enfin, il ne vous les donne pas, mais lui, il les a. Et ça veut dire que quand vous utilisez Da Vinci dans la pratique réelle, il a les notes. Et on ne les connaît pas, c'est les gens de Da Vinci qui les connaissent. Et donc, d'où ma question, est-ce que votre robot vous donne des notes? Vous voulez dire une évaluation en termes d'apprentissage, d'efficacité Des indices de performance. Oui, enfin moi à l'école ça s'appelait des notes. À ma connaissance, je ne crois pas, non. Je ne crois pas qu'on ait de retour. Oui, Monsieur Poitou, je vous en prie. Un autre problème se pose aussi, c'est celui de
savoir qui apprend aux chirurgiens la manipulation du robot. Actuellement, c'est quand même essentiellement, voire uniquement, des laboratoires, et les gens qui apprennent la chirurgie aux chirurgiens ne sont plus des universitaires, ne sont plus des médecins, mais sont des ingénieurs et des techniciens. Et ça semble poser quand même un certain nombre de problèmes. Par exemple, au moment où il risque d'y avoir une complication qui peut prendre la main à ce moment-là pour remplacer le robot et la conversion de la chirurgie. Je pense que excusez-moi, je ne sais pas si je vous ai coupé. Je pense que il est essentiel de savoir faire aussi avec des techniques conventionnelles. Il ne faut pas faire qu'avec le robot, parce que si jamais on a pas eu de soucis encore, où on s'est pas retrouvé avec le robot qui fonctionnait pas les jours où on devait le faire, mais ça peut potentiellement arriver. Et il faut savoir faire avec une technique conventionnelle. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut savoir manipuler les deux. Et dans le cadre du Navio, Smith & Nephew organise plusieurs learning centers avec des chirurgiens qui ont l'expérience du robot et dont le professeur Lustig qui nous apprennent à l'utiliser. Mais pour répondre à la question de M. Poitou, il me semble que récemment, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche ou le ministère de la Santé et des Solidarités a fait passer un arrêté qui interdit aux internes d'aller se former auprès de laboratoires. Ah oui, c'est interdit. Pardon ? Oui, c'est interdit. C'est interdit, oui. Oui, pour les mais internes. attendez, actuellement, qui est-ce qui forme les internes? C'est les laboratoires. Il n'y a personne d'autre qui connaisse la technologie des robots qui sont proposés par tel ou tel laboratoire. Oui, bien sûr. Et donc, on est dans un cercle vicieux, là. Oui, ben ça, oui. Donc, pour l'instant, et on a eu pratiquement tous les laboratoires qui font des robots sur le plan international et qui sont venus nous présenter la façon qu'ils ont d'insister pour faire utiliser par des chirurgiens tel type de matériel. Actuellement, c'est uniquement des ingénieurs. Merci. Merci beaucoup, Elliot. Merci et bravo.